La France est confrontée aujourd'hui à une situation énergétique qui n'apparaît plus soutenable. L'énergie est un facteur déterminant pour la compétitivité de l'économie française et en particulier de son industrie. La transition énergétique répond à 2 défis majeurs au niveau planétaire. Le changement climatique et la raréfaction inévitable avec ses conséquences sur les prix des ressources en pétrole puis en gaz. Au niveau national, 70% de nos besoins en énergie sont couverts par des énergies fossiles importées. La facture énergétique de la France, importation de pétrole et de gaz, représente aujourd'hui l'équivalent du déficit commercial, soit près de 70 milliards d'euros. Elle pèse fortement sur l'économie française et freine sa compétitivité. L'augmentation de la précarité énergétique des ménages, ceux dont les dépenses directes d'énergie, chauffage, carburant, électricité dépassent 10% du budget, est inquiétante. La transition énergétique peut être perçue comme une contrainte, mais elle peut et doit être une chance en matière de sécurité énergétique, de relance économique, de justice sociale et de progrès environnemental. 2 orientations se dégagent pour répondre aux différents enjeux. La première consiste à agir sur la demande d'énergie. L'idée est de parvenir à utiliser moins d'énergie tout en maintenant notre confort pour en tirer des bénéfices sur le climat comme sur notre facture énergétique. La seconde consiste à développer les énergies renouvelables produites sur le territoire pour à la fois réduire nos importations et pour amener la part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité de plus de 75% aujourd'hui à 50% en 2025. Ces orientations font déjà l'objet d'engagements. Réduire de 20% au moins les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 et les diviser par 4 d'ici à 2050. Réduire la consommation d'énergie finale à 130 mégatonnes équivalent pétrole en 2020 au lieu de 156 en 2011. Porter la part des énergies renouvelables à 23% de notre consommation d'énergie d'ici à 2020. La France n'apparaît pas sur la voie d'atteindre ces objectifs qu'elle s'est fixés à moyen et long terme. Elle doit renforcer son action. Le système énergétique ne peut être bouleversé du jour au lendemain. Il faut tenir compte des cycles d'investissement dans les grandes infrastructures. Des décisions importantes doivent être prises dans les prochaines années, par exemple sur le prolongement de la durée de vie, le remplacement ou la fermeture progressive des réacteurs nucléaires. Des objectifs clairs à long terme sont indispensables pour orienter de façon pertinente les investissements courants dans l'entretien et le renouvellement des infrastructures de transport et des bâtiments existants. Je m'appelle Gaël Joanne, je suis responsable des opérations. Les fonctions, c'est tout ce qui a trait au fonctionnement quotidien du site, que ce soit le quotidien vraiment basique, nettoyage, enlèvement des déchets, valorisation, maintenance. Et puis après, il y a tout ce qui est lié aux constructions, démolitions ou rénovations de bâtiments. Donc ce site, c'est un site qui est bâti sur 95 hectares, avec une petite cinquantaine de bâtiments, de taille et d'âge diverses, avec 125 000 m² de bâti. C'est un site qui héberge au quotidien, on doit voir en comptant nos personnels, nos prestataires et nos clients ou partenaires qui sont sur le site, on a environ 2800 personnes sur le site tous les jours. Au niveau du site, nous avons décidé de mettre en place un système global pour la maîtrise de nos énergies. Ce système, il est basé sur une organisation d'abord, donc un responsable énergie, et puis des gens autour de lui qui l'aident et qui vont permettre de prendre les bonnes décisions sur les projets. Et puis, à partir de ça, on va lancer un certain nombre de projets dans la direction qui nous intéresse. En analysant l'ISO 50001, nous sommes rendus compte qu'elle proposait un certain nombre de choses avec une logique qui était complètement conforme à ce qu'on veut mettre en place sur le site. La logique du Plan, Do, Check, Act, proposée dans l'ISO 50001, est vraiment intéressante pour nous. Elle va renforcer ce qu'on a mis en place, elle va nous permettre de l'ancrer dans le temps et d'avoir une structure pérenne avec cette notion effectivement d'importance d'empreinte dans la durée. C'est vraiment pérenniser à la fois l'organisation qui est mise en place et les exigences qu'on va avoir pour atteindre la performance. Et cette certification va de toute façon nous pousser à mettre en place l'organisation, je pense qu'elle l'est à peu près aujourd'hui. Il va falloir faire quelques ajouts, mais en même temps s'assurer que tous les ans, ça perdure et que l'organisation est bien en place avec des objectifs que nous demande l'ISO 50001 qui vont nous permettre d'être toujours un petit peu plus ambitieux année après année. L'objectif pour atteindre ce type de performance, évidemment, on ne le fait pas 1 an ou 2 ans, donc c'est étalé sur plusieurs années. En l'occurrence, la vision 2020 a été établie en 2008, donc en gros c'était 12 ans. Le temps était
effectivement assez conséquent. On se rend compte que même avec un temps qui paraissait conséquent, il faut quand même aller chercher ces kilowatts, c'est pas toujours évident. L'efficacité et la sobriété énergétique sont des leviers puissants d'action sur l'ensemble de nos consommations d'énergie. L'évolution du comportement des consommateurs, dans leur vie privée comme au travail, est une composante de la maîtrise de leur consommation. Des gains d'énergie importants peuvent être réalisés sur l'efficacité des équipements plus performants et sur la qualité de l'isolation thermique des bâtiments. L'organisation collective de nos besoins, par exemple les choix d'urbanisme ou les circuits de distribution, est très importante pour maîtriser nos consommations d'énergie. Cette politique peut être appliquée de façon progressive mais active dans l'ensemble de nos activités. Elle concerne l'ensemble des ménages, des entreprises et des collectivités. L'évolution de la surface des bâtiments doit être maîtrisée pour contrôler leur consommation. Pour les bâtiments existants, la mise en œuvre d'un programme global de rénovation thermique est incontournable. L'aménagement du territoire a un impact sur la consommation d'énergie des transports en réduisant notamment les distances entre les habitations, les lieux de travail, de loisirs ou de consommation. Le choix d'encourager certains modes de transport ou la production de véhicules plus propres est également essentiel. Dans le secteur de l'industrie, l'action sur la consommation d'énergie repose sur l'efficacité de sa production et la meilleure utilisation des matières premières, y compris le recyclage. La baisse de la consommation ne s'inscrit pas dans une démarche de restriction, mais dans l'idée de consommer mieux, c'est-à-dire moins en quantité, mais plus en qualité. La politique de maîtrise de la demande doit tenir compte des inégalités sociales face à la consommation d'énergie. Les citoyens ne sont pas égaux face aux dépenses contraintes d'énergie, chauffage et déplacement, selon l'endroit où ils résident. Enfin, certains craignent que la maîtrise de la demande soit contradictoire avec l'idée de croissance, alors que d'autres, au contraire, pensent que cela peut générer des nouvelles activités et créer des emplois dans les transports en commun, les bâtiments ou les services. Quel chemin prendre pour la transition énergétique ? Plusieurs scénarios sont possibles. Ils portent des visions différentes et se distinguent par le niveau de demande d'énergie, l'équilibre entre les différentes formes d'énergie et leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Ils peuvent être regroupés en grandes familles de trajectoires selon le niveau de consommation d'énergie qu'ils visent. L'hypothèse d'une consommation d'énergie à peu près stabilisée, l'hypothèse d'une réduction modérée de la consommation d'énergie, l'hypothèse d'une réduction renforcée de la consommation d'énergie. Dans l'état des scénarios énergétiques connus, les trajectoires qui répondent aux objectifs à moyen et long terme de la transition énergétique passent toutes par une réduction de la consommation d'énergie qui peut être modérée ou renforcée. Les trajectoires proposées peuvent être analysées en fonction de nombreux critères économiques, prix de l'énergie, besoin d'investissement, emploi, des critères sociaux, cohésion sociale, développement territorial, ou liés à la sécurité énergétique, aux impacts environnementaux et aux risques. Quelques perspectives de décision sont à débattre. Quelle gestion du parc nucléaire ? Quel aménagement du territoire ? Quel choix pour les consommateurs et les industriels ? Les scénarios et leurs comparaisons permettent, au-delà de l'évaluation de leurs résultats face aux engagements de la transition énergétique et de leur analyse en fonction des différents critères évoqués, de faire émerger des questions structurantes pour les évolutions du système énergétique. Comment répondre à la demande croissante d'énergie à travers le monde tout en limitant son impact écologique ? C'est la question que nous allons soulever dans cette rubrique Terre. Mais avant d'apporter une réponse innovante, évidemment, faisons un point sur la production d'électricité en animation. Par définition, un courant électrique, c'est un mouvement d'électrons. Pour créer ce courant, il faut une source d'énergie. Cette source peut être régulée à volonté, comme la chaleur dégagée par une centrale nucléaire ou la chute de l'eau libérée par un barrage. La production d'électricité peut alors s'adapter à la demande de la consommation. Mais la production est intermittente et irrégulière quand elle provient de sources d'énergie solaire ou éolienne.
car ces sources sont par nature dépendantes de conditions extérieures. Comme l'électricité produite doit être consommée tout de suite, sans quoi elle est irrémédiablement perdue, le problème de ces énergies vertes, c'est donc de pouvoir les stocker. Mais les batteries sont lourdes, volumineuses, polluantes et ont une durée de vie limitée. Alors certaines villes mettent en place des réseaux intelligents. En anglais, les smart grids. Des réseaux qui mettent en commun tous les utilisateurs pour mieux gérer consommation et production. Malin, non? Multiplier les sites de production de l'électricité, la mettre en partage sur le réseau et l'envoyer là où elle est utile, tout comme l'information sur Internet. C'est ça, le concept du smart grid, du réseau électrique intelligent. Nous prenons tout de suite la direction de la Hollande, où un petit village a mis en pratique ce concept et réduit la facture de ses habitants. Au nord des Pays-Bas, dans la commune de Groningen, voici Hoekkerk, le premier village européen à fonctionner depuis 2 ans avec un réseau électrique intelligent, le Smart Grid. La plupart des toits des maisons sont recouverts de panneaux solaires. Ici, on combine électricité verte et réseau électrique national en évitant le gaspillage d'énergie. Yann vit ici avec sa femme. Écologistes convaincus, ils produisent de l'énergie verte grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur leur toit. Mais quand il n'y a pas assez de soleil, le réseau électrique prend le relais grâce à un compteur intelligent. Ici, nous avons le compteur intelligent. Il donne des informations à la compagnie d'énergie sur combien d'électricité nous consommons. Mais il donne aussi des informations sur combien d'énergie nous produisons avec nos panneaux solaires sur le toit. Et ce compteur est relié à Internet. Avec sa tablette, Yann peut donc suivre en temps réel et à distance sa production et consommation d'énergie. En ce moment, il n'y a pas de soleil dehors. Alors nous utilisons seulement l'électricité du réseau général de la compagnie d'énergie. Mais si on regarde les mois précédents, le mois d'octobre par exemple, cette part montre l'énergie que nous avons produite nous-mêmes. Si on était en juillet ou août, il y aurait une large part du cercle qui serait verte. Quand la maison de Yann ne produit pas assez d'énergie verte grâce à ses panneaux solaires, elle peut donc basculer sur le réseau général électrique. Mais aussi et surtout, utiliser le surplus d'énergie solaire disponible chez les voisins. 42 maisons, toutes sur le même modèle que celle de Yann, qui communiquent entre elles via leur compteur intelligent en réseau. Ce système permet d'ajuster l'offre et la demande de chaque maison et il fonctionne en vase communicant. Sur sa tablette, Yann peut également suivre en temps réel les fluctuations du prix de l'énergie verte produite par l'ensemble du village. Il sait donc à quelle heure l'électricité lui coûtera le moins cher. Entre 2 et 3 heures. J'ai encore le temps de tricoter avant de passer l'aspirateur. Le couple participe au projet depuis 1 an et demi. L'énergie verte utilisée au maximum, c'est moins de gaz à effet de serre. Le système est donc aussi bon pour leur porte-monnaie que pour l'environnement. Nous participons à ce projet parce que nous voulons garder assez d'énergie pour notre planète. Nous avons des quantités limitées d'énergie. En produisant notre énergie nous-mêmes, nous devenons aussi moins dépendants de la compagnie d'énergie et des prix qu'elle pratique. Pour nous, c'était important de participer à ce projet. Et ce système qui bénéficie à tout le quartier renforce aussi les liens de voisinage. Autour de la table, on discute des économies faites chaque mois. Et ce matin, Myriam a sans doute utilisé l'énergie solaire de Rita, mis dans le réseau. J'ai seulement 6 panneaux solaires. Et Rita, elle, en a 12. Elle a donc un surplus d'énergie. Oui, parce que quand nous n'utilisons pas toute l'énergie nous-mêmes, nous pouvons la vendre par exemple à Myriam, à Otto, à tous nos voisins. Produire de l'énergie et la redistribuer en fonction des besoins, c'est désormais possible avec le réseau intelligent qui sait réguler l'énergie et éviter au maximum le gaspillage. Mais avec ce système en flux tendu, tout ce qui n'est pas consommé est tout de même perdu. Une des étapes supplémentaires à atteindre en termes d'innovation est donc de savoir stocker l'énergie verte.
Il était une fois un temps où les centrales produisaient un flux continu d'électrons. Ah, insouciante jeunesse de l'humanité, qui vit une époque paisible dans son petit paradis ménager. Adam, tu ne trouves pas que notre facture d'électricité est un peu élevée? Le gestionnaire de réseau maîtrisait ces électrons. Mais le paradis ne dure qu'un temps, et chacun sait qu'il prend fin avec la connaissance. Aux heures de pointe, la planète est en sur-régime. L'homme produit dangereusement toujours plus de CO2. L'Union européenne créa donc au début du XXIe siècle le paquet énergie-climat, ou règle des 3-20. Augmenter de 20% l'efficacité énergétique d'ici 2020, réduire de 20% par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l'Union européenne en 2020. Mais Grenoble a mis la barre plus haut et s'est fixé l'objectif de diviser par 4 l'émission de gaz à effet de serre jusqu'en 2050. De nouvelles contraintes vont donc apparaître sur le réseau. Ouais, la priorité à droite! Et surtout, l'homme et la femme prennent conscience de l'impact de leurs actions de consommateurs sur la production de l'énergie et sur l'environnement. Allez, bonne journée ma chérie. Enfin, tout n'est pas encore au point. Car le système simple et centralisé se transforme en système complexe avec de nombreuses interactions. Le réseau voit passer des flux d'électrons non optimisés, l'équilibre offre-demande est menacé. Et toujours ses impacts sur l'environnement. Sans règles cohérentes, c'est la panique. Aussi, est-il temps de rendre le système techniquement gérable, économiquement acceptable et surtout écologiquement pertinent. Ce nouveau-né est le réseau intelligent. Il est issu du mariage du réseau électrique proprement dit et d'un réseau de télécommunications permettant le déploiement d'un contrôle intégré du système électrique. Avec lui, on va enfin pouvoir intégrer au mieux les énergies renouvelables. Et aussi la production répartie et les stockages. On participera enfin, comme on le souhaite, À une meilleure efficacité énergétique. Et enfin à une meilleure qualité et sécurité des réseaux, ainsi qu'à l'optimisation des infrastructures. Et voilà, monsieur, dame. Et voilà le travail. Ah, il était temps de mettre de l'ordre dans le brouhaha des équilibres énergétiques. Production, ok. Consommation, ok. Équilibre, production, consommation, ok. Chez elle, Eve se connecte à Internet et choisit son contrat lui permettant par exemple de réduire sa consommation aux heures de pointe ou de programmer la mise en route de sa machine à laver à l'horaire le plus pertinent. Adam optimise l'utilisation de la batterie de sa voiture électrique qui, lorsqu'elle le peut, alimente aussi le réseau de la maison. Le superviseur intervient à distance, automatise certains processus, donne des conseils adaptés et permet au final de faire des économies. C'est l'avènement d'un système vertueux qui répond aux enjeux environnementaux de notre XXIe siècle.
Alors pour moi, maîtriser l'énergie, c'est bon pour mon portefeuille et pour économiser l'énergie de la planète et notamment les énergies fossiles. La préoccupation écologique, je pense, est une préoccupation majeure parce que EDF, il faut savoir que d'après ce que j'en sais, tourne avec des turbines à fuel. C'est une ressource qui n'est pas inépuisable et il faut préserver notre terre, notre chère terre. Alors c'est surtout économique, peut-être écologique, oui, mais au-dessus de moi, il y a d'autres facteurs qui sont beaucoup plus déterminants et qui, je pense, ne sont pas aussi importants que ce que je ferais. Pour être sûr que les gens pratiquent l'économie d'énergie, il faut effectivement qu'il vaut mieux qu'ils aient aussi un constat d'économie financière. C'est moderne. Tout le monde aujourd'hui se soucie de son environnement, se soucie des économies d'énergie, se soucie de diminuer sa facture et de mieux consommer. Technology is making our lives easier every day, and whether you're on the go or right at home, the efficiency that comes with a smart home is undeniable. And I'm on a quest to smarten up my home, but first, I want to get some tips from a pro. I'm here to meet Carly Knobloch so she can walk me through the benefits of a smart home and what's possible when you smarten things up a little. Someone is at the front door. Hey, Justine. Hi, Carly. Good to see you. Good to see you, too. Come on in. I'll show you around. So the whole essence of a smart home is to make things easier and more efficient. So imagine your shades, your lights, the security system, the televisions. It's all operable from one interface, whether it's this tablet here, or a smartphone in your pocket, or a number of panels all around the house. Behind here, this is the Control4 system that runs the entire house. And what's so cool is it takes all of this computing power and puts it into that very easy to use interface. How much would one of these cost? Well, you can actually get into a home automation system for about $1,500, but some go into the hundreds of thousands. So as we transition from day to night, you can see the house is transitioning too. The lights are going up, the temperature's adjusting. But we've talked a lot about how you can operate this from inside the house, but thanks to smart devices, now you can really operate the whole thing from anywhere in the world. So incredible. You know what else is incredible? The view. Let's go check it out. Oh my gosh. Getting a tour of a fully integrated smart home was incredible and inspiring, and I'm sure we'll see more smart homes built in the future. Now that I've got a better idea of what's possible, I'm going to pick up a few gadgets to smarten up my home, and I think I can do it without spending an arm and a leg. So let's do this. The Nest Smart Thermostat is exactly what it sounds like. It learns your habits to make things more efficient, and you can control the temperature in your house remotely. It's pretty easy to swap out from a standard thermostat. So now, I can cool my house down from my car on the way home, and it'll be the perfect temperature when I arrive. Parent Flower Power is exciting for anyone that has struggled to keep plants alive. It measures light exposure, ambient temperature, fertilizer, and soil composition, as well as moisture. It compiles all of this data in an app that gives you an overall indication of your plant's health. With over 7,000 plants listed in the app, you'll have instant access to the needs of each individual plant. I've never really had a green thumb, but now I might have a fighting chance to keep some plants alive. Cube sensors are great for giving you overall stats on your environment. They're cordless monitors that can be placed in each room around the house. They'll measure air quality, temperature, humidity, barometric pressure, and even noise. It can tell you if it's too bright to sleep or too dim for working, and it glows different colors to let you know your indoor health rating. The app compiles all of the data from each cube and gives your home an overall health score. So not only does it monitor the things around your house, but it gives you insight into what you can change to improve your surroundings. Philips Hue Lighting is an app-controlled system that enables you to turn lights on and off, dim them up and down, and the coolest part is you can change the color of the lights with the app. Soft white for cleaning or studying, and alternating colors for a party, because really, it can be anything you want. The system works with three main components: the lights, which can be screwed into just about any standard light fixture, and the bridge, which needs to be plugged into a router for internet connection. And, of course, the app, which gives you full control over the lights, either one at a time or all at once. The Dropcam Pro is like having a high-tech security system that I control. It's a camera and cloud-based Wi-Fi video monitoring service with free live streaming. You can see and hear what's going on from your smartphone or connected device. And you can even talk through the camera to whoever's in the room. And it even has night vision too. Just don't forget that it's on. Thanks to smart home technology, I can have full control of things around the house from just about anywhere. Information is empowering, and what you do with it is up to you. So bring a little life into your home with smart technology, but most of all, have fun.
Thanks for watching Hardwired. Make sure you're subscribed to AOL Originals for all new episodes and exclusive behind-the-scenes footage. Also, be sure to check out more of my Hardwired episodes here to see all of the wearable tech that I've tested so far. Enjoy! Hey guys. Hey, glad y'all made it. Sorry we're late. Did you run into traffic? No, just had to stop by the house to grab a few things. You stop by the house? Uh-huh. All right, whenever you get your stuff, run upstairs, get cleaned up for dinner. You leave the house in good shape? Yeah, of course. Last second field goal. Yeah, sure you did. Introducing AT&T Digital Life. Personalized home security and automation with limited availability in select markets. Pour moi, charger l'énergie ensemble, la première des choses à faire, c'est avoir le geste économique. Alors, changer l'énergie ensemble, c'est faire attention à la façon qu'on vit, pour l'écosystème, pour la nature, pour tout. Changer l'énergie ensemble, c'est que tout un chacun y mette du sien, en fait, hein, dans les pratiques au quotidien, à la maison, au boulot, partout où on peut, en fait, pour changer nos comportements et puis la façon d'utiliser l'énergie, en fait. Alors, changer l'énergie ensemble, ça me fait penser à changer, donc il faut changer nos habitudes et arrêter de consommer de plus en plus et de plus en plus inutilement. Changer l'énergie ensemble, pour moi, c'est essayer de faire un maximum d'économies afin que notre facture d'EDF ne soit pas trop salée. Pour moi, changer l'énergie ensemble, ça évoque l'économie d'énergie. Changer l'énergie, pour moi, ça veut dire travailler ensemble pour économiser un peu plus, surtout. Économiser, c'est avoir plus d'argent pour aller en vacances. Pour moi, maîtriser l'énergie, ça veut absolument dire préserver l'environnement. Parce que l'environnement, c'est notre richesse. C'est l'utiliser mieux. Et donc le préserver pour les générations à venir. Nous avons ce devoir de penser à ceux qui viennent. Le département du Bas-Rhin compte aujourd'hui 82 000 personnes âgées de plus de 75 ans. Elles seront 125 000 en 2030. Nos aînés manifestent le désir de continuer à vivre chez eux le plus longtemps possible. Pour répondre aux enjeux de la dépendance et offrir plus de sécurité et de confort, il faut réinventer de nouveaux lieux de vie. Plus ergonomiques, ces nouveaux espaces profitent des toutes dernières innovations technologiques. Parmi elles, la domotique qui offre de nombreuses solutions. Afin de rendre plus facile la vie de tous les jours, la domotique allège les efforts quotidiens et cela commence dès le matin. Les chutes concernent chaque année près d'une personne sur deux âgée de plus de 80 ans. Certaines d'entre elles sont notamment dues à un défaut d'éclairage. Une conception adaptée de la salle de bain permet de réduire les efforts de la toilette. La douche est sans rebord afin de limiter les risques d'accident. Le lavabo facilite l'accès pour un fauteuil. Lorsque malgré ces aménagements, une chute ou une perte de connaissance surviennent, des capteurs de présence situés dans la salle de bain informent automatiquement l'ordinateur de la maison lorsqu'il détecte une absence de mouvement. Un signal visuel et sonore se déclenche alors, prévenant les occupants éventuels du logement. Si la personne est seule chez elle, l'ordinateur contacte aussitôt un référent extérieur, déterminé à l'avance, ou les secours de première urgence, si cette personne ne répond pas. Dans les toilettes, l'utilisateur peut appuyer sur un bouton d'appel d'urgence et déclencher ainsi le même scénario. Ces capteurs et commandes peuvent être installés dans toutes les pièces de la maison et sont paramétrables selon les besoins et les risques potentiels de chaque utilisateur. La mesure d'activité grâce à des capteurs domotiques s'appelle l'actimétrie. Les relevés effectués par les capteurs, précisant par exemple le temps passé sous la douche, dans la cuisine ou dans le lit, permettent de détecter des situations anormales.
Des informations ou alertes automatiques peuvent être transmises à l'entourage familial ou médical. La domotique et l'adaptation de ces nouveaux espaces de vie n'est pas réservée qu'aux maisons neuves. Le logement collectif est également concerné, comme dans cet appartement entièrement rénové. Les volumes ont été retravaillés de manière à rendre le logement plus spacieux et fonctionnel. Les passages de portes ont été élargis, les seuils supprimés, les portes standards ont été remplacées par des portes coulissantes. Dans cet appartement, la domotique offre de nombreux avantages dans la surveillance et la gestion à distance du logement. Qu'il s'agisse de la gestion du chauffage ou d'une fuite sur une canalisation, les capteurs font remonter aussitôt l'information à l'ordinateur, puis, si nécessaire, aux personnes extérieures concernées, comme le bailleur social de l'immeuble. Grâce à sa gestion centralisée et informatisée, la domotique peut aussi combiner en un seul geste plusieurs fonctions, en particulier lorsque le résident quitte son logement. En cas de tentative d'intrusion, la maison intelligente ne se laisse pas faire. Le programme dédié se met en route. Toutes les lumières s'allument, il est impossible de refermer les volets et une alerte SMS est envoyée aux résidents. Lorsque le SMS a été validé, l'alarme se coupe et tous les volets se ferment en attendant une intervention de la police. La technologie actuelle, couplée à une conception de l'espace adapté à la perte d'autonomie, permet d'offrir un nouveau cadre de vie au service d'une vie quotidienne à domicile, facilitée et sécurisée. Le choix de mettre la domotique dans la maison, c'était un projet de mon mari et l'architecte nous avait présenté une personne vraiment référente de la domotique qui nous a aidé à voir ce qu'on pouvait utiliser dans la maison. On a choisi aujourd'hui surtout les volets, l'alarme. Maintenant que je l'utilise, je trouve ça essentiel. La demande initiale, c'était juste sur le contrôle solaire. Et au fur et à mesure de nos échanges, je me suis rendu compte que mon client en souhaitait un peu plus, notamment la détection anti-intrusion. Et aujourd'hui, avec les iPhones ou les iPads, on pouvait contrôler le chauffage et on s'est pris un peu au jeu de pouvoir, de manière très simple, faire confiance aux domoticiens. J'aurais bien aimé que le domoticien intervienne un petit peu en phase d'étude pour bien faire comprendre les demandes. En fait, sur un projet, on peut intervenir à différents moments. Donc, ça dépend si on est sur un projet de rénovation ou un projet neuf. Donc, sur un projet neuf, effectivement, l'idéal, c'est d'être en amont du projet et de pouvoir faire l'étude avec l'architecte, l'électricien et le client final pour bien verrouiller ce que le client souhaite et ne pas avoir de surprise, en fait. Dans une maison, il y a différents systèmes. Il y a le menuisier qui va mettre son système pour les volets roulants. Il y a l'électricien effectivement qui va mettre le système pour les éclairages, les prises commandées, et le chauffagiste par exemple qui va mettre son système. Les maîtres d'œuvre et architectes en fait préfèrent aujourd'hui avoir un intervenant qui va être un peu décideur de la technologie et du coup orchestrer ces choses-là. Le choix de la solution Somfy Taoma avec le protocole IO, pour moi il est important. Alors d'abord parce que Somfy est un fabricant connu et qui a une pérennité dans le temps. Hein. Et autour du protocole IO, en fait, il y a d'autres fabricants, tels que Velux, Honeywell et Atlantic, qui sont également des gros fabricants, qui aujourd'hui nous apportent également des produits compatibles avec la box Taoma de chez Somfy. Donc on va pouvoir, au-delà de piloter les volets et le système d'alarme, pouvoir suivre la consommation électrique de la maison, piloter le chauffage, et si on avait effectivement des Velux dans la maison, pouvoir aussi piloter nos Velux motorisés et les volets de toit. Pour le système d'éclairage, donc ce sont effectivement des prises connectées, hein, des plugs que l'on vient mettre sur n'importe quelle prise de la maison. Donc il y en a 3, elles sont identifiées et donc les clients mettent ces prises là où ils veulent et depuis leur smartphone ou la tablette, ils peuvent piloter ces prises commandées. Nous, on avait choisi aussi la domotique pour, comme notre maison est labellisée BBC, pour chauffer la maison en mi-saison à travers les vitres.
Quand par exemple on part en week-end, on sait que nos volets sont ouverts et qu'on va gagner les 2-3 degrés qui nous manqueraient pour ne pas mettre de chauffage. Le budget global de cette installation au niveau domotique est approximativement 5 000 ou 6 000 euros, quoi. Donc, ce qui est quand même intéressant par rapport au confort que cela apporte aux clients. Retrouvez J'ai testé un job qui recrute avec les animateurs du groupe M6 et Pôle emploi. Alors, est-ce que j'ai tout bien configuré? La grosse boule, super. Maintenant, les petits satellites. Oh, et la domotique, c'est magique. Donc ça, c'est le cerveau de la maison. Oui, c'est ce qu'on appelle une baie de brassage. D'ailleurs, on va brancher les pièces de la maison. La domotique, c'est tout commandé dans la maison à partir d'une seule télécommande. On peut, sur un simple appui sur un bouton, monter les volets, comme on vient de le faire à l'instant. Les lumières. Voilà, on peut éteindre les lumières, la chaudière, le portail. Ça paraît compliqué. Quelle formation il faut suivre pour être domoticien? Il existe une formation qui s'appelle le BTS domotique, pour connaître un petit peu l'électronique, mais également l'électricité et aussi l'informatique. Un touche à tout. Oh là, j'ai dû me tromper là, non? T'as mis le volet avec la lumière, oui. Ah, pardon. Ouais, donc c'est captivant, il n'y a jamais de routine. Non, jamais de routine. Chaque maison est complètement différente d'une autre. C'est vrai qu'à la fin, il y a quand même une certaine fierté. On en fait un petit bébé, quoi. C'est beau. Domoticien, c'est un métier nouveau, vraiment passionnant, parce qu'il faut rester à la pointe de la technologie dans tous les domaines pour rendre les maisons intelligentes. Demain, toutes les maisons seront intelligentes, autant dire qu'il y a du boulot. C'était J'ai testé un job qui recrute avec les animateurs du groupe M6 et Pôle emploi. On a inventé une machine incroyable pour produire notre électricité nous-mêmes. Mais c'est un de ces boulots. Tiens, l'autre soir, j'étais en train de bouquiner dans le salon tranquillement. Spread your wings and fly away. Maman! Lumière! Maman! Bon, ok. D'accord. We can go where no one finds us. It's all behind us. Don't you worry. Attends, t'es en train de me dire que t'as des hamsters qui produisent ton électricité? Mais non, je plaisante, voyons, des hamsters. Par contre, regarde, j'ai ça. Je contrôle toute l'énergie de la maison. C'est comme ça qu'on fait des économies. Ah ouais? Non, parce qu'attends, des hamsters quand même, pauvre bête. Avec Wiser, faire des économies n'a jamais été aussi facile. J'allume et j'éteins. C'est génial ça, t'as vu, je peux mettre toute ma maison en veille. J'allume, j'éteins. Oh, je peux faire ça toute la journée. Et j'allume. Hé Luc, viens voir ça. Avec Wiser, piloter votre maison à distance n'a jamais été aussi facile.